Hey, salut, je vous parle de la vraie vie. C'est la troisième, ah non ça fait six, troisième improvisation vraie vie. Dans la vraie vie, on va de la graine à la graine. On fait tout le processus. C'est dans la fausse vie où il y a des coupures dans ce cycle qui va de la graine à la graine. La graine à la graine. Par exemple, au mois de fin, fin, je sais pas comment on fait pour montrer. Euh, Fin février, début mars, j'ai mis au jardin des fèves. J'ai mis au jardin des fèves et puis bah, fabuleux, les fèves ont poussé, j'ai mangé des fèves, c'était divin. Et en fait, de manière très naturelle, bah, il y a des gousses de fèves que j'ai pas prises et puis qui ont séché, qui sont devenues noires là, de manière caractéristique de ce moment où on peut récolter les fèves pour la saison suivante. Voilà. Et la quantité, parfait. Juste, on va dire, un tiers de plus que ce que j'avais mis. Donc j'augmente ma quantité de fèves. Voilà, pour la saison suivante. De la graine à la graine. De la graine à la graine. Comment vous pouvez ne pas rechercher cette façon de vivre? Alors, ces fèves, c'est ce genre de grosses graines comme ça. Il peut y avoir des petits habitants à l'intérieur. Donc, il est recommandé de les mettre au réfrigérateur. Enfin, disons, il faut les mettre à zéro, quoi. Il faut les mettre 2 semaines, 3 semaines, voilà. Euh, dans mon organisation, je n'ai pas de frigo, je n'ai pas de réfrigérateur. Voilà. Donc je suis allé visiter des voisins, notamment une voisine, qui a bien voulu me mettre mes fèves. J'en ai profité pour mettre aussi les pois mange-tout. J'ai eu l'intuition que ça pouvait peut-être être utile aussi pareillement de les faire séjourner au froid euh, 2, 3 semaines. Voilà. Donc elle m'a mis tout ça dans son réfrigérateur, la partie froid, la partie glace de son réfrigérateur. Voilà. Et puis voilà, l'occasion de voir ma voisine. Je lui ai amené, quand je lui ai amené les graines, je lui ai amené, je suis venu charger de légumes. Et puis quand je suis revenu chercher les bocaux, je lui ai encore ramené des légumes du jardin. Voilà, de la graine à la graine. Et alors, de la graine à la graine, mais en fait, la vraie vie, c'est ça, c'est tous les cycles. La vraie vie, c'est tout retrouver les cycles, des cercles. La fausse vie, c'est tout tronquer. C'est tout des segments de consommation. C'est pas le cercle de la vie. Et si on est dans la graine à la graine au niveau du jardin, alors ça, c'est les pois mange-tout. C'est la récolte de pois mange-tout. Et pareil, ça s'est fait naturellement. Naturellement, j'en ai mangé. Puis j'en ai laissé, enfin sans même y prendre garde. Puis à un moment donné, c'était le moment pour récupérer les graines. Et donc je suis allé récupérer les graines de pois mange-tout. Et j'ai aussi un tiers de plus que ce que j'ai mis. Et donc c'est reparti pour la saison suivante. De la graine à la graine, c'est aussi de l'aliment à la déjection et de la déjection à l'aliment. Vous voyez, c'est analogique en fait. Donc, la vraie vie, c'est les toilettes sèches. C'est une insulte à la vie et c'est un désastre absolu. Cette urine qui part aux toilettes et toutes ces déjections humaines qui partent à la station d'épuration et qui partent dans l'eau et qui repartent dans le milieu à queue, comme ça, dans le milieu d'eau de surface, c'est un crime. C'est un crime et puis c'est un crime aussi parce qu'on ne respecte pas le cycle et on ne s'occupe pas de sa propre merde en fait. On est censé, c'est comme ça, vous pouvez en penser ce que vous voulez, vous êtes dans l'erreur si vous chiez dans l'eau potable, si vous allez, si vous, et vous appuyez sur le bouton là pour que votre merde parte. C'est un problème psychologique gravissime en fait que vous avez. Vous
vous avez vraiment envie que votre merde disparaisse en fait. Et vous ne supportez pas pour la plupart à ce que votre merde reste là. Voilà. Et vous êtes même content. Oh, ça part, ça part. C'est pas moi qui. On s'en occupe pour moi en fait. C'est de la merde, on s'en occupe pour moi. Mais non, il y a un problème psychologique, il y a un problème matériel, il y a un problème moral, il y a un problème écologique, il y a juste un milliard de problèmes dans le fait d'aller aux toilettes, de faire caca dans l'eau. La merde n'est pas du tout faite pour aller dans l'eau, elle est faite pour aller dans la terre. La merde n'est pas du tout faite pour être dispersée dans l'eau, pour être ensuite recoagulée en station d'épuration. Tout ça, c'est une hérésie. Alors on nous vend bien sûr sur nos questions d'assainissement, etc. Oui, on peut toujours inventer des arguments pour justifier le fonctionnement officiel, mais non, c'est pas bon du tout en fait. La, ta merde, ton caca, il est fait pour aller nourrir ton jardin. Et ton pipi aussi. Voilà. C'est quand même, vous avez des gens qui ont fait quelques recherches sur l'urine au jardin. C'est quand même fou de se dire que la vessie d'un homme enrichit, fertilise la surface de terre qui serait à peu près ce dont un homme a besoin. Alors en termes potagers, hein, je parle vraiment juste pour légumes potagers. L'urine d'un homme, ça fertilise 400 mètres carrés de jardin. C'est marrant en fait. C'est marrant tous ces signes de Dieu qui nous dit mais tout est donné en fait. Il n'y a pas besoin de mettre de l'engrais, t'as de l'urine en fait. Et en plus, bon, bah, si tu ajoutes des cacas de poule et du cretin et du fumier d'équidés, bon, voilà, c'est le summum quoi. Voilà. Dans la vraie vie, donc on jardine. J'ai souvent dit que la séparation chasseur-cueilleur et cultivateur, pour moi, elle est bizarre en fait. On nous la vend comme un truc historique, il y aurait eu chasseur-cueilleur et puis il y aurait le cultivateur et qu'il y aurait donc d'ailleurs un conflit en fait euh, transhistorique de ça en fait. Non, moi je ne comprends pas cette notion en fait parce que nous sommes cultivateurs, nous sommes chasseurs, nous sommes cueilleurs, nous sommes tout ça en fait à la fois. Je vais juste vous dire un mot sur un des plaisirs du jardinage, qui est le plaisir du repiquage. Quand on jardine, on a l'habitude de faire en pépinière, c'est-à-dire de manière protégée, dans des pots, on va faire germer des choses, on va les faire pousser sous forme de plantules. Et le but, c'est de veiller sur elles. Le but, c'est de cette manière-là, elles ne sont pas au contact avec les limaces, elles ne sont pas au contact de la grêle, de tout un tas d'accidents qui peuvent survenir. Et puis, on va les contrôler, on va les surveiller, on va aussi peut-être leur mettre le bon, un substrat bien calculé. Voilà. Et puis, donc, on va obtenir on va avoir le plaisir d'avoir un bac comme ça, avec tout un tas de plantules. Et là, ces plantules, bah, elles vont petit à petit prendre toute la place dans le bac. Et donc arrive ce moment du repiquage. Et donc c'est assez jouissif en fait ce moment où bah, on a la petite jardinière comme ça avec par exemple 30 plantules de blettes. Et il va y avoir un espèce de mécanisme où ça va faire. C'est-à-dire qu'on va répartir toutes ces blettes qui sont à 3 cm de distance, on va les mettre au jardin avec 30-40 cm de distance. Voilà. On va faire ce qu'on appelle le repiquage. Et voilà. Et là, les petites blettes vont pouvoir se développer dans tout cet espace qu'on va leur offrir. Voilà. Et ces gestes-là, sont agréables. C'est organique tout ça. Sentir que voilà, on s'aime, on gère, on s'occupe de petites plantules qui sont ensemble. Et ensuite, quand c'est prêt, quand c'est mûr, on les met au jardin avec la distance nécessaire
entre les plantes. Et alors là, bah, je vais enchaîner là-dessus aussi, tous ceux qui disent que, euh, comme excuse, parce que vous savez, j'ai déjà parlé plein de fois, les gens ne veulent pas aller vers la terre parce ils ont plein d'excuses, et dans ces excuses, il y a les connaissances, il y a jardiner, il y a j'ai pas la main verte, tout ça, mais ce ne sont que des excuses, parce que jardiner, c'est très facile. Enfin, c'est très facile, puis c'est très facile comme tout, dès qu'on porte notre attention sur quelque chose, apprendre l'anglais, c'est à la fois très difficile, puis c'est très facile. Si tu passes tous les jours, tu passes du temps à apprendre de l'anglais, bah, tu apprends l'anglais. Il faut arrêter. Apprendre, c'est apprendre, ça sera toujours la même chose en fait. Oui, quand on ne sait pas, on a l'impression que c'est une montagne, et puis quand on y passe du temps, au bout d'un moment, on est comme un poisson dans l'eau. Donc le jardinage, c'est comme le reste en fait. Il n'y a rien il y a rien de compliqué, il n'y a rien où on pourrait dire ouh là là, mon Dieu, voilà. Alors là, puisque je dis ça, si je peux simplement donner, moi je pense qu'il y a quelques dizaines de principes de base, et puis voilà, c'est tout. Donc là, si je peux en donner quelques-uns, parce que je parlais du repiquage. En fait, les plantes, donc elles ont leurs graines, des graines qui sont toutes différentes, et il y a un calendrier, il y a une temporalité, il y a le bon moment à chaque fois pour mettre la graine. Donc le bon moment, il est donné dans la littérature, les gens ont identifié les bons moments les bons moments en fonction de là où vous vous trouvez, et vous pouvez donc appliquer ces bons moments. Bien sûr, comme tout dans la vie, plus vous allez avoir expérimenté, plus les choses vont être, vous allez les sentir en vous, plus ça va être connecté avec tout un tas d'autres intuitions, paramètres, sensations, et donc petit à petit, effectivement, c'est vous. Maintenant, moi, j'ai de plus en plus l'impression que je sens le moment où je vais mettre la fève. De plus en plus, bon, j'ai aussi l'information du calendrier, mais de plus en plus, je le sens. Et puis surtout, puis c'est l'habitude aussi qui est là. C'est des sensations, c'est des habitudes, c'est des intuitions, voilà. Et si on n'a pas encore toute cette expérience-là, et ben, de toute façon, et moi-même, comme tout, même les jardiniers les plus expérimentés, reviennent aux données calendaires de, bon, c'est quoi la bonne période, etc. Voilà. Donc, vous avez juste à vous munir, vous le voyez juste là, sur la vidéo, moi, c'est un calendrier de plantation. Voilà, ces calendriers donc, qui présentent le bon moment pour mettre la graine soit sous abri, soit en pleine terre. Voilà, le moment pour récolter, voilà, qui présente toute la temporalité en fait des plantes du jardin. Donc, la bonne temporalité, le bon moment. Après, il y a le type de graines, des petites graines, des grosses graines, etc., qui va aussi être en lien avec une profondeur de semis. Voilà. Souvent, donc les plus petites graines vont être à des profondeurs très basses. Les plus petites graines, il va falloir presque pas les enfoncer, voire les poser juste sur le sol. Et puis, souvent, plus les graines sont grosses, plus on descend un peu. Mais on descend pas beaucoup. En gros, ça va de 0 cm, 0,5 cm de profondeur à 3-4 cm de profondeur. Donc, en moyenne. Donc, d'ailleurs, quand vous ne savez pas, vous pouvez vous dire que, voilà, 1 ou 2 cm, c'est la moyenne. Donc, quand vous ne savez pas, vous pouvez mettre la graine à 1 cm. Voilà. Puis, si elle est vraiment très, 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 très petite, vraiment, vous la mettez pas profond. Donc, voilà, la profondeur du semis. Donc, la bonne période, la profondeur du semis. Ensuite, les autres paramètres, c'est l'écartement des pieds. Voilà. Ça peut paraître, je sais pas, à quelqu'un qui en entend parler pour la première fois, ça peut paraître une notion, un paramètre, voilà, complexe, enfin pseudo-complexe, mais en fait, bah, c'est d'une logique implacable. En fait, vous voyez bien que si une blette adulte, une blette qui fait ses belles feuilles avec ses belles cardes, bon, bah, la blette, ça prend tel volume, tel espace. Bon, et ben vous voyez bien que si vous rapportez ça à la base de la plante, de là où elle est partie,
pour qu'il puisse y en avoir une autre à côté de plante. Vous voyez bien que ça correspond à une distance en centimètres. C'est tout. Donc, d'ailleurs, vous pouvez ces distances les faire varier et vous aurez peut-être des plantes plus petites, plus grosses. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose forcément à la lettre. Mais voilà, il y a ce paramètre de la distance entre les pieds pour avoir la plante dans son plein port, dans son développement où elle est à l'aise. Voilà. Donc, la distance entre les pieds. Pour obtenir ça, on peut soit mettre vraiment une semence tous les 30 centimètres par exemple, mais ça, la difficulté parfois, c'est que comme il y a un taux de germination, toutes les graines ne germent pas. Donc si vous mettez une graine et puis 30 centimètres plus loin une autre et puis encore 30 centimètres, si celle du milieu ne germe pas, vous allez avoir un écart entre deux plantes qui sera de 60 centimètres en fait, avec un trou au milieu. Voilà. Donc ce qu'on fait dans ce genre de cas, on peut soit des fois dans des cas mettre 2-3 graines par trou et après on en retirera une part. Voilà. Ou sinon, on met plusieurs graines sur la ligne et ensuite on va faire ce qu'on appelle un éclaircissage, c'est qu'on va enlever pour laisser un joli pied tous les 30 centimètres par exemple. Donc là je dis 30 centimètres, mais vous pouvez aller voir en fonction des plantes les bons écartements. Ensuite, il y a le paramètre de la distance entre des lignes. C'est-à-dire on peut jardiner de façon un peu éparse, un peu à droite, à gauche, mais on peut aussi, pour simplifier, par moments faire des lignes. Des lignes pour avoir sur toute une ligne un légume qui nous intéresse. Voilà. Donc là, il va y avoir aussi le paramètre de entre les lignes, deux lignes, en prenant en compte comme ça le développement aussi latéral de la plante, et il va y avoir par exemple entre des pois mange-tout, on va mettre au moins 40, 50, 50 cm entre des lignes de pois mange-tout. Voilà. Donc vous voyez, j'ai pas dit grand-chose là. La profondeur du semis, la distance entre les pieds, la distance entre les lignes et la bonne temporalité pour planter. Euh, voilà. Euh, ce sont des improvisations, donc putain, oui, là, je sais plus de quoi je vais vous parler. Donc là, vous vous dites, il pourra arrêter sa vidéo parce qu'il nous casse les couilles. Ouais, mais en même temps, vous savez que je suis pas youtubeur et que c'est pas. Tiens, regardez, premier, premier petit marron. Enfin, j'aurais pu en prendre d'autres, mais je les laisse, les autres, je les laisse un peu continuer. Euh, Premier petit marron, peut-être ce soir une bonne soupe de petits marrons. Euh, voilà, regardez ça. La vraie vie, la vraie vie, la vraie vie de. C'est le. Je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait, enfin je crois pas, je suis sûr, qui disait ils se sont échangés dans leur cœur par rapport à un lieu. Et je pense qu'on s'échange dans notre cœur avec ce lieu euh, par rapport au fait d'être à travers le temps. Diachronique, on dit. Que ça soit, c'est diachronique, c'est à travers le temps. C'est-à-dire que cette courge, elle est là maintenant, à l'instant, mais en fait, avec elle, j'ai traversé le temps. C'est-à-dire que je l'ai dans ma main, mais j'ai en moi toutes les étapes que j'ai vécues avec elle, le moment où j'ai un peu fauché autour, j'ai un peu désherbé, tous les moments où je suis allé les voir, où je suis allé voir que tiens, elles grossissent, le moment où j'ai mis la graine, le moment où j'ai mis du fumier, j'ai fait des apports, etc. Et tout ça, le fumier, je l'ai mis, voilà, les apports que j'ai fait au mois de mars, la graine que j'ai plantée au mois de mai, tout ça, je l'ai vécu, c'est dans ma biographie, c'est dans le scénario là de tout ce que j'ai traversé. Et aujourd'hui, j'ai cette courge dans la main, donc c'est pas, vous voyez cet écart avec la fausse vie.
Entre ça et aller acheter, c'est dans la vidéo précédente où je vous parlais de faire sécher les plantes, l'écart qu'il y a entre faire sécher soi-même ses plantes et puis aller acheter des plantes séchées dans le magasin et juste passer en caisse. Dans un cas, vous n'avez pas vécu, dans l'autre, vous avez vécu. Dans le cas de la vraie vie, c'est donc à travers le temps. Toutes les étapes de cette courge sont à travers le temps. Et j'ai vraiment parlé des cercles, hein, et ça continue. C'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est être dans le cercle de la vie, le cercle continu de la vie. C'est en finir avec la discontinuité de la fausse vie. Donc ça continue. J'ai fait les apports, je me suis occupé, je les ai surveillés, je les ai regardés, je les ai aimés, j'ai fauché, j'ai désherbé, voilà, j'ai vu que ça mûrissait, j'étais content, j'avais de la joie que ça mûrissait au mois de juillet, etc. Et puis il y a le moment où je suis allé la chercher, voilà. Et puis ça continue. Je vais la préparer, je vais la cuisiner, je vais la manger et je vais récupérer les graines. Je vais m'occuper de ces graines, je vais les regarder, je vais les considérer, je vais les mettre, donc les faire un peu, les mettre dans une atmosphère pour pas qu'elles pourrissent, dans une atmosphère pour qu'elles sèchent un peu. Et ensuite, je vais avoir le plaisir là. J'adore quand j'enlève toutes les petites morceaux de chair de courge qui restent, jusqu'à la dernière petite feuille, la dernière petite pellicule qui est sur les graines de cucurbitacées. Voilà, pour ensuite vraiment les étaler en atmosphère sèche, voilà, jusqu'à les mettre dans des petits sachets avec une jolie inscription, graines de petits marrons 2020, voilà, tout ça en attente, tout ça dans une jolie petite boîte à graines pour que en mai de la saison suivante, alors, et puis donc avant la graine, il y aura pareil des apports, de me dire tiens, oui, tiens, je vais mettre les petits marrons, je vais les mettre à cet endroit-là, parce qu'on prend en compte pour les cucurbitacées, on prend en compte les problèmes d'hybridation qu'il peut y avoir, donc on réfléchit comme ça, et puis les questions de rotation de culture, pas forcément les mettre au même endroit, etc. Donc tout ça, dès le mois de février, je vais le prendre en compte. Voilà. Et puis au mois de mai, je vais mettre la graine. Et puis en début septembre, dans un an, je serai encore avec quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, le cercle. Voilà. La vraie vie, c'est être dans le cercle. C'est en finir avec la discontinuité de l'argent. Et surtout, c'est vraiment embrasser ce qu'on est, en fait. On mange, je mange ça. Je mange ça. Donc je suis responsable de ça, donc je dois m'en occuper de A à Z. Je ne vais pas faire de F à, à T. Non, de A à Z. Pourquoi pas m'en occuper de A à Z? Pourquoi? Et puis surtout, voilà, c'est agréable. C'est ça qui est bon, quoi. Voilà. Bon, bah, c'est de l'impro, donc je connais pas le prochain sujet. Peut-être que je pourrais m'arrêter là. Si je regarde. Ah, tiens, il y a les belles de nuit là. Allez, un dernier mot sur les belles de nuit, ça vous va comme vidéo vraie vie du jour? Et puis il y en aura d'autres si ça vous plaît. Les belles de nuit. Bon, les belles de nuit, euh, les belles de nuit, c'est une fleur coup de cœur pour moi. C'est pas fondamental. Alors je sais plus si c'est comestible. Il me semble que j'ai vu que parce que c'est une fleur d'Amérique latine, je crois, du Pérou au départ. Oui, du Pérou. Et je crois que là-bas, il y a une grosse utilisation de cette fleur en fait. Donc il faudrait rechercher. Pour moi, c'est une fleur coup de cœur. C'est une fleur qui me suit depuis des années, depuis 1999, où j'ai découvert cette fleur très connue, hein, mais moi je ne la connaissais pas. Je l'ai découvert dans le sud. J'étais en vacances dans le sud avec des amis. Et là, il y avait cette fleur donc dans, le, dans la maison où on était. Euh, voilà. Et puis, bah, les gens avec qui j'étais, il y a peut-être une personne qui était là qui connaissait cette fleur en fait.
Il me dit, ouais, ouais, c'est les belles de nuit. Les belles de nuit. Bah oui, oui, en fait, c'est des fleurs qui ont tendance à, la journée en plein soleil, en fait, elles ne supportent pas le plein soleil, donc elles se ferment, en fait. Et c'est le soir et la nuit qu'elles vont être motivées ou très tôt le matin, qu'elles vont être motivées pour ouvrir leur corolle, en fait. Et là, je suis tombé amoureux de ces fleurs, en me disant, mais c'est génial, elles font un peu elles font l'inverse de ce que font les autres fleurs. Elles sont un peu à l'envers, en fait, belles de nuit. Ce sont des fleurs qui cherchent enfin, qui aiment, en fait, pour pousser, elles aiment le soleil, mais en fait, pour ouvrir leurs fleurs, elles aiment l'ombre. Je trouvais ça vraiment passionnant, quoi. Et je les ai pris un peu en symbole, comme c'est des fleurs en plus, je les ai rapprochées du sexe féminin. Et je me suis dit, ah ouais, c'est des fleurs qui sont le symbole de, des filles non conventionnelles, des filles désobéissantes, des filles qui, euh, qui ont du courage, des filles qui défient l'ordre établi, des révolutionnaires en fait, des filles qui sont surprenantes, il y en a de moins en moins, des filles qui ne font pas ce qui est attendu, etc. Je les ai vraiment pris en symbole de ça. Et puis en plus, donc je suis allé voir le nom latin à l'époque, Mirabilis jalapa, mais on peut conserver juste Mirabilis, Mirabilis, qui en latin, bien sûr, signifie admirable, admirable. Donc je me suis dit, c'est parfait de les avoir associés au sexe féminin. Les admirables, les admirables, donc ces fleurs qui défient un petit peu les choses et qui choisissent d'ouvrir leur corolle à la tombée de la nuit. Alors bien sûr, belle de nuit, moi je le prends dans un autre sens parce que belle de nuit, moi je le prends dans un sens poétique et de filles vertueuses, là je décrivais. Mais c'est vrai que belle de nuit, c'est aussi une expression qui a été employée pour les filles de joie, pour les prostituées, les belles de nuit. Donc moi, je l'entends plus du tout dans ce sens-là. Et les belles de nuit, quelle jolie fleur, jolie fleur. Donc il y en a des, il y a la variété, souvent la variété un peu rose fuchsia, enfin rose, ouais, rose, ouais, rose foncé, et la variété jaune et la variété chamarrée, la variété un peu multicolore, un peu qui mélange les deux, le rose foncé et le jaune avec des taches, etc. Voilà, là j'ai un peu tout ça là. Et puis ces belles de nuit merveilleuses qui sont là, que c'est une voisine, une fille, une dame du village. Voilà, le plaisir de la vraie vie, j'en parlais, hein, le plaisir d'être dans les villages, de ces rapports humains qui, même en 2020, oui, oui, les amis, même en 2020, même avec la façon dont on a tué les relations humaines depuis des décennies, il reste encore le cœur. Et oui, on ne peut pas tout à fait assassiner le cœur humain. Et donc dans les villages, ça se passe comme ça, quoi. Dans les villages, euh, il y a Nathalie, elle s'appelle Nathalie, et qui m'a donné chaleureusement des graines de belle de nuit. Euh, et voilà, moi ça me touche. Et c'est vrai que cette fleur, quand j'avais 99, quand j'avais là, à cette époque-là, j'avais une phrase qui m'était venue, c'était tant qu'il y aura des mirabilis. Trois points de suspension. Tant qu'il y aura des mirabilis. Sous-entendu, tant qu'il y aura des mirabilis au jardin et, et les héroïnes pour moi, symbolisent, enfin, cette fleur qui symbolise les filles dont je vous ai parlé. Tant qu'il y aura des mirabilis, voilà, le monde ne sera pas tout à fait perdu. Quelle fleur magnifique le matin, là, le soir. Alors, ici, on n'est pas dans le sud. Malheureusement pour moi, la mirabilis pousse pas aussi bien que sur la côte d'Azur. Donc, il faut chaque année que je sème en pépinière, que j'en prenne soin, que je les installe au bon moment, etc. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que dans le sud, c'est très agréable. Les mirabilis font des grosses graines noires, très rondes, des petites boules noires. Euh, Sympathique la graine d'ailleurs. C'est très agréable de ramasser des graines de mirabilis. Et hum,
Et donc oui, dans le sud, en fait, les graines, la plante fait beaucoup de graines, ces petites boules noires tombent sur le sol et voilà, il n'y a rien à faire en fait, ça repart dardard à fond, ça se développe même, enfin, le buisson augmente d'année en année. Voilà, c'est pas le cas là, puis moi je suis à 900 mètres d'altitude, mais j'ai voilà, un beau buisson de Mirabilis juste là sur la gauche. Voilà, donc il va disparaître à l'hiver, je récupérerai les graines, etc. Et je recommencerai pour semer des Mirabilis. Voilà. Ah oui, là-bas, allez, dernier sujet, vraie vie. Et après, je vous laisse. La roche. La roche. Et puis ça, je pense qu'il voilà, faut en parler parce que voilà, un truc. Il y a très très peu de personnes qui connaissent la roche alors que c'est incontournable. La roche. Alors oui, tiens, je fais une petite incise. Moi, mon truc, c'est la vraie vie. Donc je suis pas, voilà, je me présente pas comme un expert de ceci ou de cela. Je suis juste, voilà, je suis pas botaniste en fait. Même si je connais les plantes, voilà. Mais j'ai peut-être pas forcément exactement, je suis pas botaniste de manière académique, donc j'ai pas forcément exactement les mots qu'il faudrait, etc. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? L'objectif, c'est la vraie vie. L'objectif, c'est la sensualité de tout ça. Voilà, parce que j'allais vous dire, voilà, pour moi, la roche, c'est un épinard rustique. Euh, voilà. Ah, si, c'est la même famille, c'est clair que c'est de la même famille que l'épinard, mais voilà, tout à coup j'ai eu un doute, mais on s'en fout, voilà. Donc la roche, A2ROCHE, il y a de la roche rouge qui est magnifique et de la roche verte, et c'est donc un épinard rustique, très grand, très, très vigoureux, euh, voilà, et très beau, sur le rouge, ça fait un rouge tellement beau, avec quand ça part en graines, ça fait des hampes de graines euh, rougeoyantes, magnifiques. Voilà. Et c'est donc un épinard rustique. C'est-à-dire qu'il est, justement, je parlais de la mirabilis juste avant, qui elle demande un suivi, qui demande à être semée chaque année par le jardinier, tout ça. La roche se débrouille en fait. La roche, quand vous commencez d'en avoir sur zone et que vous commencez de mettre de la roche, vous allez en avoir normalement toujours plus. Ce qui ne vous empêche pas de récupérer des graines aussi et puis de gérer l'implantation de la roche à différents endroits ou pour en avoir toujours plus. Voilà, mais c'est rustique. Alors c'est rustique, c'est gélive, c'est-à-dire que ça prend ça prend le gel, mais c'est une plante voilà, qui se ressème facilement, comme on dit. D'ailleurs, moi, une année, ça a été vraiment, mais trop marrant, quoi. Il y avait de la roche sur une bande de culture, parce que vous savez, le jardin, c'est des bandes, et puis des chemins, des bandes, des chemins, des bandes, des chemins. Et bien, la roche, il était sur une bande, et puis en fait, il a démarré à la bande d'à côté, de manière parfaitement géométrique, la saison suivante. Comme si moi j'avais semé à la bande d'à côté. Donc Laroche m'a offert lui-même une rotation de culture. Il s'est déplacé de bande tout seul en fait. Et l'explication est simple, c'est qu'il y a dû y avoir une bourrasque de vent bien précise, qui a emporté les graines à un moment bien précis et qui a mis exactement au bon endroit de manière bien précise. Voilà. Et ensuite c'est parti pour de la roche. Donc la roche c'est une plante d'autonomie, c'est une plante qu'il faut avoir au jardin, vous en récupérez des graines euh, une année et ensuite vous entretenez le fait d'avoir de la roche chaque année. Donc c'est un épinard, comme c'est de la même famille aussi que euh, oui, que le kénopode, ce type de plante en fait. Délicieuse, vous mangez les têtes, vous mangez les feuilles en soupe, crues, voilà. Et ben voilà, la roche, qu'est-ce que... Ouais, et ben voilà. J'ai dit que c'était le dernier sujet vraie vie du jour, et ben voilà. Je vous embrasse. Allez dans la vraie vie, quittez la fosse. Allez, ciao. Oui, juste pour vous dire, en fait, dans la vraie vie, quand on ramasse des framboises rouges, on ramasse quelques petites framboises jaunes qu'on met par-dessus pour le contraste. Voilà, c'est plus joli. Voilà.
Ça, les amis, c'est la vraie vie.